Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Nous sommes à 48 heures de ce grand second tour, de ce fameux second tour qui peut changer tellement de choses. On dit que ces élections législatives sont peut-être les plus importantes de ces 40 dernières années. On va en parler avec deux intervenants que vous connaissez très bien. D'abord, Yanis Dalouche, militant LFI. Comment ça va, cher Yanis ? Je vais très bien, très optimiste pour la suite des événements. Très optimiste, hein ? Ouais, très optimiste. Bon. Et du coup, on va parler de cette suite des événements. On va parler évidemment de ce futur Premier ministre. Qui sera-t-il ? Et on va en parler avec notre ami François Martin. Comment ça va, cher François ? Géopoliticien gaulliste. Je précisais gaulliste. Je suis très optimiste sur la suite des événements. Il n'y a que de l'optimisme ce soir. C'est pas forcément le même optimiste, mais je suis optimiste. Ce soir, ce ne sera pas vraiment un débat, c'est plutôt une discussion. Donc, on va se laisser la parole tous les trois. L'important est que on puisse connaître soit les programmes, soit les projets, soit surtout aussi qu'on fasse un peu de la politique fiction. Qu'est-ce qui se passera ? Qu'on analyse en profondeur. C'est aussi pour ça que Géopolitique Profonde existe. Voilà. Tiens, pourquoi optimiste ? Je suis résolument optimiste quand je constate la dynamique qui est la nôtre à travers le Front populaire. Je pense que ça suscite un engouement à travers de très nombreuses classes sociales, que ce soit les classes populaires ouvrières ou les classes intermédiaires urbaines. Je pense qu'il y a une très forte possibilité qu'on ait une majorité, du moins relative, dimanche. Nouveau Front populaire, c'est vraiment les enfants de Léon Blum ? Oui, je pense que ça s'inscrit dans du moins une continuité idéologique, bien sûr. Après, bien sûr, il y a de très nombreuses nouveautés. Je pense qu'on aura le temps d'aborder nos propositions, surtout sur le pendant économique, qui est complètement inexistant quand on regarde le Rassemblement national, qui n'a toujours pas de programme d'ailleurs, qui n'a que des orientations vagues, mais qui n'a toujours pas de programme. Nous sommes la seule formation politique, la seule coalition à avoir pour l'instant un programme consultable, intégralement chiffré, transpartisan et on peut retrouver ça applicable dès lundi. On peut retrouver où, du coup, le programme pour les gens qui nous regardent ? Vous pouvez le retrouver sur l'ensemble des sites des partis politiques membres de la coalition et sur le site, l'occurrence, Front populaire. Très bien, merci. Un gaulliste, c'est pas Rassemblement national, quand même. Si ? Ça soutient pas le Rassemblement national, si ? Aujourd'hui, oui, je pense, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on parle de programme, je pense que c'est pas du tout la question du jour, moi. C'est quoi la question du jour ? Pas du tout la question du jour, justement. Ni sur le plan de la gauche, ni de la droite, etc. Si je fais il faut remonter un peu aux causes de la situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ta chaîne, mon cher Mike, on est véritablement dans un processus révolutionnaire. La différence entre un processus politique et un processus révolutionnaire, c'est que dans un processus politique, il y a des changements de politique. On ne change pas la société, mais on change de politique. On fait une politique à gauche, on fait une politique à droite, parce que certains pensent qu'on ne s'occupe pas assez du social, d'autres qu'on pense qu'on ne s'occupe pas assez du business, etc. Là, on est dans un processus véritablement révolutionnaire. C'est dans ce sens-là, je pense, que notre constat de départ et je pense est ressemblant, mais qu'ensuite, après, on diverge. Pour moi, il y a eu véritablement, depuis Mitterrand, un système de piège, un piège qui a été installé par Mitterrand, très intelligemment, qui a été poursuivi par tous les suivants, qui a consisté à faire ce que Didier Maistre appelait avec touche pas à mon pote, avec un droit à la différence au lieu d'un droit à l'indifférence. Et il dit dans son livre Passagers clandestins, ça a été le début du poison lent qui a envahi toute la société. Et Mitterrand s'est servi de ça, du droit à la différence de populations qu'il a manipulées, qui sont des populations, essentiellement les populations d'origine étrangère, pour ostraciser les patriotes. Et à chaque fois, en fait,
à couvrir en fait les exactions, l'immigration, etc., de façon à nazifier les patriotes, et derrière les patriotes, tous ceux qui sont en fait les véritables conservateurs, qui sont les classes populaires. Et on a abouti à une situation progressive, qui est une situation avec en regard deux populations, comment dire, deux populations en sécession. La sécession des élites, qui était antérieure, mais qui a été développée chez nous dans ce système spécifique, qui est connu à cause des travaux, entre autres, de Christopher Lasch, comme on le sait, et la sécession des classes populaires aussi, qui a été extrêmement bien documentée, en particulier par Christophe Guilluy. Et derrière ces classes populaires, il monte depuis 40 ans ou plus un immense mécontentement et une immense comment dire, humiliation des classes populaires. Je pense que là-dessus, on se retrouve. Et le fait d'avoir dissous, il y a une espèce de barrage qui est rempli d'eau jusqu'en haut, et lorsque Macron a dissous, il a fendu le barrage. Et aujourd'hui, on est véritablement dans un mouvement révolutionnaire, parce que c'est un mouvement des peuples. On est véritable. Et pour moi, un véritable mouvement des peuples et des classes populaires, ça veut dire que derrière ça, il y a un changement qui va jusqu'au bout, qui ne s'arrêtera pas au calcul politique, mais qui ne s'arrêtera pas. Et d'ailleurs, au passage, je dirais que le Rassemblement national n'utilise pas beaucoup ça, alors qu'il devrait le faire. Je pense que derrière, il y a l'équivalent de la révolution tunisienne. Les gens auraient dû défiler par dizaines de milliers ou centaines de milliers en disant « dégage, dégage, dégage ». Il y a aujourd'hui une détestation de Macron qui va bien plus loin que ce qu'était le mécontentement par rapport aux politiques qui étaient faites par Mitterrand ou par Chirac, si on parle des dissolutions précédentes, qui, eux, restaient malgré tout populaires, malgré que leur politique ne l'était pas. Mais chez nous, c'est l'inverse. Il y a une détestation de quelqu'un qui est l'archétype même de cette civilisation des riches qui a humilié les classes populaires depuis si longtemps. Donc ça, c'est le premier paradigme qui a changé, et je pense que si on ne voit pas ces choses comme ça, on ne comprend pas la situation. Donc il y a vraiment un mouvement c'est une tectonique aujourd'hui, c'est pas un mouvement politique. Et en regard de ça, il y a un autre paradigme qui est celui des classes bourgeoises. Les classes bourgeoises qui ont toujours été le soutien du régime, je dirais, mitterrando-macronien, si je veux dire, depuis cette époque, qui a toujours soutenu ce système parce qu'elles ont été terrorisées, parce qu'on leur a dit, voilà, si vous votez à droite, vous êtes nazis, etc. Donc elles ont toujours la trouille, et elles ont toujours choisi l'immobilisme, même lorsqu'on leur disait, le changement c'est maintenant. Derrière le mot, le changement c'est maintenant, il y avait écrit subliminalement, surtout je changerai rien, votez pour moi. Donc c'était ça en fait le système de Hollande. Et ces gens-là ont compris aujourd'hui que l'immobilisme était plus dangereux que le mouvement. Les classes bourgeoises ont une terreur du mouvement quel qu'il soit, parce qu'elles sont conservatrices sur le plan de leurs intérêts. Et aujourd'hui, elles pensent que c'est l'immobilisme qui est le danger pour une raison très importante, c'est que le régime n'a pas réussi à juguler ce qui pour eux est un élément essentiel de leur bien-être, c'est le problème de la sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, ces deux classes vont dans le même sens et elles aspirent au changement, et c'est pour ça que ça bouge. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du constat? T'as 4 minutes. Hein. Ah bah il y a presque une démonstration au Roland quasi marxien, quoi. L'idée encore une fois d'un déclassement progressif des classes les plus populaires, d'une sorte d'insurrection, on va dire, symbolique des classes possédantes maintenant qui, on le sait d'ailleurs, s'accaparent dans des proportions complètement délirantes toutes les richesses. Ouais. Et par exemple, le Rassemblement national ne veut pas revenir sur cet état de fait, sur toutes les inégalités en fait sociales et des disparités qu'il y a entre on laisse parler. Entre ceux qui ont été les grands finalement vainqueurs de la mondialisation, donc d'un écosystème concurrentiel dérégulé qui a considérablement appauvri les classes, on va dire, les moins instruites, les plus déclassées, les moins qualifiées, et qui a contribué à l'enrichissement avec la complicité des gouvernements successifs qui ont fait voter quand même, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne, qui n'est pas une officine stalinienne, qui a dit que la politique qui était menée depuis l'avènement du septennat Macron, donc depuis 2017,
c'est accompagné de cadeaux fiscaux considérables à hauteur de 50 milliards d'euros par an, qui n'ont bénéficié qu'aux plus fortunés et aux multinationales. Pour vous dire un ordre de grandeur, sous le quinquennat Hollande, l'ensemble des milliardaires représentaient moins de 10% du PIB français. Oui, mais aujourd'hui, les mêmes milliardaires représentent plus de 50% du PIB français. Oui, on est d'accord. Donc il y a un vrai problème. C'est-à-dire que pour moi, le problème central, il y a un problème d'accumulation de la plus-value qui se fait toujours au détriment de la collectivité et qui se fait au seul bénéfice des 0,01% de la population. Donc là, pour moi, est le vrai cœur du sujet, plus que la désignation d'un bouc émissaire, parce que c'est bien commode, et c'est typique de l'extrême droite, de dire que ce sont les étrangers qui prennent les richesses et qui pillent la France. C'est pas ce qu'a dit François. Hein. Non, mais bien sûr, j'ai dit qu'on a monté un système en ostracisant les patriotes. Non, mais c'est vrai. Parce que ça justifie un système oligarchique. Il est loin derrière, donc vas-y. Non, mais il peut répondre. Vas-y. Mais je pense qu'on partage aussi le constat qui est d'un décrochage industriel patent, d'un affaissement de la compétitivité de ce qui faisait le tissu industriel français. C'est-à-dire qu'on a privilégié des grands trusts industriels plutôt que de privilégier, comme l'Allemagne, des petites PME, TPE solides et robustes. Et pour revenir aux préconisations du Rassemblement national, le Rassemblement national ne veut absolument pas renoncer à cette politique de l'offre, donc à la politique du ruissellement, presque fantasmagorique, qui a été celle de François Hollande dès 2014 avec le CICE et le pacte de responsabilité et de croissance, et ce qui est venu ensuite avec Macron, avec les différentes lois Macron. Le RN ne veut absolument pas revenir dessus. 170 milliards d'euros qu'on a injecté en aide publique aux entreprises sans aucune conditionnalité. C'est-à-dire que l'État français verse par an 170 milliards d'euros sans contrepartie aucune d'investissement, d'augmentation des salaires, de réinjection dans de la recherche et dans la recherche et le développement ou dans l'investissement. Tout est transféré en dividendes. C'est-à-dire que quand vous regardez les deux courbes, celle des aides publiques qui sont données aux entreprises et la courbe des versements de dividendes, les deux courbes se suivent. C'est-à-dire que là, on a affaire au plus grand racket, je pense, organisé de l'histoire, en fait, de notre économie contemporaine. Donc, la fraude fiscale qui coûte entre 80 et 100 milliards d'euros par an. La corruption qui, pour la France, coûte 120 milliards d'euros par an, la corruption. Donc, passive, etc. Donc, si on arrive justement à récupérer toute cette manne financière substantielle, je pense qu'on peut résoudre. Moi, je suis d'une école matérialiste. Je pense qu'en apportant du confort matériel à des populations, on peut arriver à créer de la cohésion sociale. Et c'est d'ailleurs le propre de la République, c'est de créer justement à travers les services publics, notamment les services publics de l'éducation, de la santé, etc., de créer du tissu et du lien social. Et quand on a un dépérissement, quand on a une désagrégation presque des services publics, il n'y a plus de lien social. Quand vous allez en Seine-Saint-Denis et que vous voyez que les écoles tombent en ruine, que les hôpitaux tombent en ruine, qu'il n'y a quasiment plus de médecine de proximité ou de police de proximité, ça a été supprimé sous Sarkozy, vous empêchez finalement ces populations de se prévaloir de l'égalité au sens presque juridique. Comment on récupère ces 120 milliards de corruption et même sur la fraude fiscale, comment on récupère ? Il faut qu'il y ait un réinvestissement massif et ça passe justement par l'embauche de fonctionnaires, ceux qui sont affectés à la répression de la délinquance financière et de la délinquance douanière. Donc, mais ça, pareil, quand on en parle avec des gens du Rassemblement national, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de préconisation, il n'y a pas de proposition. C'est seulement, par exemple, pour le pouvoir d'achat, baisser la TVA sur le carburant. Ce que d'ailleurs les traités européens proscrivent, par exemple. Les traités européens, vous pouvez avoir des mesures dérogatoires comme la Pologne, mais c'est sur un temps très court. Et on sait pertinemment que les baisses de TVA s'accompagnent très souvent d'un hausse des bénéfices pour les énergéticiens et les géants de la distribution pétrolière. Donc, ils n'ont que des mauvaises solutions, pas de programme, littéralement, sinon récupérer de l'argent sur des illusions sur l'immigration. C'est-à-dire que pour eux, c'est leur marotte, c'est leur obsession, l'immigration. Mais concrètement, quand on leur pose concrètement la question, d'ailleurs vous voyez défiler sur les réseaux sociaux des dizaines et des dizaines de candidats du Rassemblement national qui sont invités à débattre. Plus d'une quarantaine d'ailleurs ont refusé les débats du second tour parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils ne savent pas concrètement, quand on leur pose la question comment allez-vous récupérer cet argent sur ce que vous appelez l'immigration, ils ne sont pas capables de l'expliquer. Ils parlent par exemple de l'AME. L'AME, l'aide médicale d'État, qui représente 0,4% du total des dépenses de l'hôpital public. C'est déjà pas mal, non ? Oui, mais
quand on pense en termes de santé publique, par exemple, quand on est rationnel et raisonnable, les maladies n'ont pas de passeport. Donc, c'est faire peser un risque épidémique. Quand vous avez toutes les corporations de médecins, tous les syndicats de médecins qui vous disent que justement supprimer l'AME, il y a des pays qui ont essayé ça, de flexibiliser l'AME, notamment l'Espagne. Ça s'est soldé par une saturation accentuée d'un hôpital public qui est déjà proche de l'effondrement. Donc quand on a des gens qui arrivent sur le territoire, qui sont malades, il faut les soigner. Enfin, pour moi, c'est du bon sens. Quand on a des vecteurs de transmission, notamment des maladies tropicales, il faut vacciner les personnes. Certes, ces personnes sont en situation irrégulière. Il faut veiller, bien sûr, en matière de politique d'immigration, à faire appliquer le droit. Mais je pense qu'on peut très bien concilier humanité, rigueur presque budgétaire, parce qu'encore une fois, 0,4% des dépenses c'est ridicule. Qu'est-ce que tu en penses, François? Est-ce que le Rassemblement national parle trop peut-être d'immigration? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un de leurs sujets principaux, mais je pense surtout que ce dont on discute maintenant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que ce soit le Rassemblement national qui soit majoritaire ou qui ne le soit pas à l'issue du scrutin de dimanche, ça ne change pas la question de fond. La question de fond, c'est qu'on arrive à la fin d'un régime et que ce régime, pour l'instant, n'est pas mort et que c'est Macron qui est au pouvoir. C'est-à-dire, quel que soit celui qui est à la tête du gouvernement, il aura le gouvernement, mais pas le pouvoir. Donc, on peut engager aucune réforme, quelle qu'elle soit, tant que cette hypothèque qui est fondamentale n'est réglée. Donc, je pense que la question du jour, c'est comment faire dégager Macron et son équipe et ce régime qui truande les Français, je vais dire, depuis 81, si ce n'est depuis 68. Ce régime, en fait, qui est un régime oligarchique, qui est organisé autour de cette espèce de trafic que j'ai expliqué en essayant d'ostraciser, ce que je trouve absolument dégueulasse, d'ostraciser les classes populaires en les traitant, une certaine classe patriotique en les traitant de nazis, et aujourd'hui ça marche plus. Donc aujourd'hui, fondamentalement, si tu discutes avec les gens dans les petits villages partout, etc., ils te disent Macron, on ne peut plus l'encadrer. Il faut qu'il se barre. C'est ça la question du jour. Et tant que cette question n'est pas réglée, en fait, ça sert à rien, à mon avis, de discuter de programme. Il y a Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon, tant que Macron est là, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ça changera rien. Avec une majorité absolue, si. Non, parce que je pense que le problème, on s'engage aujourd'hui. Attends, je vais essayer d'expliquer. On s'engage dans une partie de mistigris. Le mistigris, ça consiste à ce que ça soit Macron qui ait la main, parce que dès qu'il fait quelque chose, il s'enfonce et il se crame. Donc je dirais que si Bardella à la majorité absolue qui devient Premier ministre, si tu veux réformer la France, sans rentrer dans les détails, il faut que tu prennes des mesures populaires et des mesures impopulaires. Tu ne vas pas prendre des mesures impopulaires parce qu'à ce moment-là, tu vas avoir Macron qui va te bloquer tant et plus. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est prendre quelques mesures populaires de façon à te mettre les Français globalement de son côté et ensuite poser à Macron la question de confiance en disant je veux faire un référendum sur l'immigration. Macron ne voudra pas. À ce moment-là, Bardella doit démissionner à grand fracas en disant j'ai pas les moyens de la politique, je te rends le mistigris, démerde-toi. Et à ce moment-là, Macron est coincé parce qu'il n'a pas d'alliance ni à gauche ni à droite. Il va faire un petit truc de bric et de broc parce que ce qu'on essaye de nous vendre comme la coalition, c'est la coalition des carpes et des lapins. Aujourd'hui, tout le monde pense que Macron est cramé, donc personne n'ira dans son gouvernement. Tout le monde pense courage fuyons. Et chacun se barre de son côté, et le type, il va se retrouver avec un gouvernement qui va être censuré, qui va être censuré. Et il faut faire ça suffisamment vite, parce que comme Macron ne peut pas redissoudre pendant un an, donc si c'est le Rassemblement national qui sort premier, et je pense que c'est possible compte tenu de la dynamique que j'ai expliquée, sauf que je trouve que le Rassemblement national ne l'a pas fait suffisamment dense, parce qu'il ne veut pas déplaire aux classes bourgeoises, il ne veut pas dire on est des révolutionnaires, mais en fait c'est ça qui devrait être. Et moi je suis content de cette situation à cause de ça, parce qu'on sort d'un système bloqué depuis 40 ans. Donc il faut un processus révolutionnaire. Donc à mon avis c'est ça la question, il faut que Macron saute.
C'est la question du jour. Et je pense que si, par ailleurs, le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue, ça veut dire que c'est Macron qui va essayer de se démerder comme il peut. Et quand tu entends ses conseillers, les gens qui assistent à son conseil des ministres en disant « moi je vais gagner, on peut gagner, etc. », il sort de là en disant « mais il est fou, quoi. Il est le dernier en France à penser qu'il peut s'en sortir. Il est mort. » Parce qu'il va se retrouver avec un gouvernement, il va se cramer, il va se faire bloquer, il fera rien. Donc, plus il va avancer, plus il va se tuer. Il y a Strauss-Kahn qui a fait une intervention à la télé il y a quelques jours, qui a dit un truc très intelligent. Il a dit il y a deux grands perdants dans cette affaire, deux grands perdants. Un perdant, c'est Macron, et l'autre perdant, c'est Mélenchon. Parce que Mélenchon, en fait, ne maîtrise plus son affaire. Il essaye d'organiser le bordel parce qu'il essaye de tenir. Mais en fait, il dirige plus parce que, en plus, c'est une coalition où tu as la moitié des gens, ils vont défiler ensemble. La moitié vont dire vive Netanyahou et les autres vont dire vive la Palestine. Comment ils vont faire pour s'entendre? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, hein, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ce scénario? Donc je pense, pour finir, que dans un ou l'autre cas, Macron est cuit. Et Strauss-Kahn terminait en disant ce sont les deux perdants, il faut qu'ils assument leurs pertes. C'est-à-dire il faut qu'ils se dégagent. Alors, voilà. Je pense de ce scénario. Après, on discutera. Est-ce que, justement, voilà, il faut ce processus révolutionnaire, et est-ce qu'il faut aussi, voilà, in fine, quoi qu'il arrive, le départ de Macron? Le programme, c'est secondaire par rapport à ça. C'est ça la question du jour. Voilà. Moi, contrairement à François, je ne serais pas aussi péremptoire sur l'idée que Macron aurait perdu. Moi, je pense qu'il a fait un calcul politique qui peut, je pense, s'avérer admirable, parce qu'il y a un aspect qui est méconnu, mais qui est assez technique, qui est le fait que Macron voulait faire passer un budget qui était très largement contesté par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le projet de loi de finances qui devait être voté pour la budgétisation 2024 et ne faisait pas du tout l'unanimité, et il y avait un risque qu'il soit censuré, qu'il y ait une motion de censure, parce que les LR notamment pouvaient faire basculer un vote favorablement, donc vers une motion de censure et vers un cataclysme qui allait précipiter la chute d'Attal. On est d'accord. Donc Macron s'est dit, c'est simple, j'ai une trajectoire budgétaire, moi, à faire respecter. Je suis un néolibéral jusqu'au boutiste, je vais continuer sur ma politique de l'offre, sur ma politique du ruissellement, sur ma politique de cadeaux fiscaux, etc. Je ne vais pas me lancer vers une autre politique de relance. Et pour lui, je pense, et je pense que c'est un admirable, on va dire, fin connaisseur de la vie politique française, il savait pertinemment, et les récents événements nous l'ont démontré, le Rassemblement national est totalement de connivence avec cette ligne économique. Totalement. Quand vous voyez Bardella qui a fait des génuflexions devant tous les émissaires du MEDEF en leur disant on va surtout pas cacher, on va surtout pas cracher sur vos excédents, sur vos bénéfices, sur vos dividendes. Non, on va s'attaquer à la réforme de l'assurance chômage. Nous n'allons pas revenir sur la réforme des retraites, voire on va faire en sorte que vous cotisiez davantage avec un allongement des annuités. Donc le Rassemblement national, finalement, comme l'extrême droite, l'extrême droite a toujours été la roue de secours du capital, toujours. L'extrême droite a toujours été, dans l'histoire, totalement phagocytée par les grands industriels et par les grands trusts financiers. Donc pour Macron, je pense que c'est l'idée presque habile de se défausser finalement, de se dire mon projet de loi de finances, je pense qu'il ne va pas passer, les LR vont le censurer, donc je laisse le pourrissement au Rassemblement national, charge pour le Rassemblement national de faire adopter cette même trajectoire budgétaire. Et moi je pense que si demain ils sont au pouvoir, ils feront exactement la même politique. J'ai écouté l'autre jour Bardella sur France Inter qui a dit que par exemple, qu'il ne voyait aucun inconvénient à faire travailler des personnes qui touchent, pouvoir, ça veut dire quoi, qui touchent le RSA. Ça veut dire à l'Élysée ou à Matignon? Pour moi, le pouvoir, dans le cadre d'une cohabitation avec une majorité absolue, enfin là, du coup, c'est très peu plausible, mais si majorité absolue il y a, les pouvoirs du Premier ministre, dans le cadre de la 5e, sont considérablement élargis. Il a une capacité d'empiéter sur aucune chance de les pouvoirs du président. De régler les problèmes de la France aujourd'hui. À l'époque, Jospin avait fait passer il a fait passer ça dans le cadre où la France n'était pas du tout dans la situation où elle est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est la fin d'un régime. Quelqu'un qui est à Matignon et qui reste à Matignon... Tu sous-entends que l'Europe pourrait bloquer... Bardella ou Mélenchon? Comme l'a expliqué il n'y a même pas besoin de ça. Yanis, aujourd'hui, ils veulent même pas sortir du marché européen. C'est un État qui ne fonctionne plus qu'avec des 49.3.
Tout ce qu'il fait, c'est par les 49.3. Ça veut dire qu'il est complètement coupé. Pour le budget. Et pour le budget, oui, mais le budget, c'est fondamental. Bien sûr. Que le budget et de la population et même de l'Assemblée, c'est un gouvernement et un État qui est totalement seul aujourd'hui. Donc, je ne vois pas où est le côté malin et génial de Macron dans cette situation. Je suis d'accord sur l'idée du fait qu'il était peut-être obligé, effectivement, de dissoudre l'Assemblée pour éviter la motion de censure et qu'il a préféré leur botter les fesses plutôt que de se faire botter les fesses au moment du vote du budget s'il n'était pas sûr que le budget puisse passer sans une motion de censure. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas le faire de façon précipitée comme ça maintenant, en disant en plus je leur ai envoyé une grenade dans les pattes, dégoupillée, puis on va voir comment ils vont se débrouiller. C'est un peu quand même ridicule, il faut dire les choses. Non, c'est plus que ridicule. C'est le type qui fait ça. Dès qu'il va bouger ou qu'il va faire quelque chose, on va dire « va-t'en, salopard ». C'est ce que les gens vont penser, c'est ce que les gens vont dire. Et on est dans une situation où les Français veulent le pousser dehors comme le noyau de... Ne soyons pas dans la politique fiction, soyons dans le réalisme. C'est ça le réalisme, je pense, aujourd'hui. D'accord. Interroge les gens. Non, mais la politique fiction, c'est de dire que Macron va partir. Le réalisme, c'est... Moi, je ne crois pas que Macron démissionnera. Pour moi, c'est inconcevable. Moi, je pense que Macron... Moi, je pense que dans une configuration tripartite, avec, par exemple, je ne sais pas, une majorité relative RN, une petite majorité, on va dire, restreinte pour le nouveau Front Populaire, avec un tout petit parti centriste rabougri. Il va faire quoi? Je pense que les hypothèses... Il va bouger quoi? Rien. Mais les hypothèses... Tu penses qu'il va rester comme ça sans rien faire avec les Français, le peuple français sorti de son lit? Tu penses que tu vas pouvoir rester comme ça sans rien faire bien sûr, mais des mois et des années jusqu'à la fin de son mandat? Je ne crois pas du tout, moi. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'on va avoir une composition. Vous irez dans la rue, et le RN irait dans la rue, et tout le monde ira dans la rue, et puis il ira voir le match de l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques, et tout le monde devant les caméras du monde entier criera « Ouh, Macron va-t'en, etc. » Je vois pas... tu sais, personne ne veut démissionner, hein. Je veux dire, surtout un président de la République. Non, mais... Ce serait sans précédent Quand Bonaparte démissionne, il ne voulait pas démissionner non plus. On lui a dit, c'est ça et pas autrement, donc il a démissionné. Oui, mais, donc, il ne voudra pas démissionner. Le ça et pas autrement... Il ne pourra pas tenir. Oui, mais le ça et pas autrement, pour Macron, je veux dire, qu'est-ce qu'il ferait qu'il démissionnerait? Moi, je ne vois pas, non? Si? Mais moi, je pense qu'il se maintiendra au pouvoir. Il sera tout seul. Il va faire quoi? Attends, on se laisse parler. Mais si on est dans l'incapacité justement de constituer des coalitions suffisamment robustes et viables pour pouvoir gouverner, je pense, et c'est l'hypothèse qui est avancée par de nombreux constitutionnalistes, l'idée que justement il pourrait mettre en place un gouvernement technique transitoire, donc avec un Premier ministre qui serait sorti, par exemple qui serait un haut fonctionnaire, donc prétendument apolitique, même si tout le monde fait de la politique, je pense qu'il choisira dans sa garde rapprochée des très hauts fonctionnaires, comme Premier ministre, comme ministre de l'Intérieur, etc., pour expédier les affaires courantes. Et on aurait probablement une nouvelle dissolution d'ici un an. D'ici un an. C'est pas possible. Si, c'est possible dans un an. Dans un an. Oui, c'est ça. Dans un an. Il ne tiendra pas un an. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.